Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Mansour. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Soubir Ketani. Prête-moi ta plume. Bonsoir, amis auditrices, amis auditeurs, merci d'être avec nous ce soir encore pour écouter Le métier à tisser de Mohamed Dib, troisième volet de la trilogie Algérie, après La Grande Maison et L'incendie. Nous avons commencé ce troisième volet la semaine dernière et vous avez vu le petit Omar, qui a maintenant 14 ans, se frotter au monde du travail. Sa mère a réussi à lui trouver une place dans un atelier de tissage. Il va rencontrer pour la première fois des jeunes comme lui, Hamdouche, un peu agaçant, et des adultes surtout. Et auprès de ces adultes, il va commencer à deviner ce qu'est la vie des grands. Nous avions laissé Omar en discussion avec notamment un de ces vieux dont les autres se moquent, Routi Lamine. Et pour la première fois, Omar s'est senti exister dans cet atelier parce que Routi Lamine s'intéresse à lui et à sa famille. Prête-moi ta plume. Oiseau têtu, oiseau perdu, de l'aube au soir reviendras-tu, 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 rêver de haute mer, d'embrun et d'île verte. Flotte sur les quais une haleine d'abîme. L'air sent la violette entre de lourds poisons. Les odeurs de goudron, de varech, de poissons. Le printemps envahit les chantiers maritimes. Ce jour de pluie oblique à doucement penser. Les gréements noirs et gris qui festonnent le port. Au dos et ciel unis par un subtil accord, inscrivent dans l'espace une sourde pensée. Cale sèche en voie, des épaves ouvertes, on est le lame vie peut-être, oiseau têtu, oiseau têtu, oiseau perdu, de l'aube au soir reviendras-tu, 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 rêver de haute mer, d'embrun et d'île verte. Je rôde aussi le cœur vidé comme aux abois, un navire qui parle au loin sous la brume. Je tourne dans la ville où les usines fument.
Je cherche obstinément à me rappeler quoi. Une amitié susceptible, à l'affût, était née entre Hamdouche et Omar. Celui-ci essayait de comprendre le rouquin. Mais bientôt ses tentatives échouèrent. Elles furent mal accueillies. Soudain, ombrageux, Hamdouche manifestait des signes d'irritation. C'est ainsi que le dimanche suivant, désœuvré, Omar, faisant un tour à l'atelier et l'y trouvant, s'attira des reproches sur-le-champ. « Tu t'occupes de moi avec l'espoir de me faire apprécier le bien ou d'en découvrir des traces en moi. C'est beaucoup de bonté de cœur, mais tu perds ton temps, crois-moi. » Le ton de ses paroles était tel que Omar le regarda avec étonnement. « Qui t'oblige à le croire ?»« Mais je ne le crois pas !» s'écria Hamdouche, indigné. « Je le vois, et ça me fait mal, c'est tout. » Il avait lancé ce « tout » d'une voix dure, où Omar devina une animosité préméditée. Le garçon ne dit rien. Qu'aurait-il eu à dire? Hamdouche continua à passer son humeur sur lui. Omar le quitta au bout d'un instant. Il le laissa seul dans la cave cuver sa bile. Et tandis qu'il mettait le pied dehors, il entendit ces mots. « Tu n'es pas meilleur que les autres, va !» L'après-midi, Omar évita de repasser à l'atelier, préférant déambuler dans les rues. Bien qu'il fît déjà tiède, la ville était morose. Les premières feuilles timides, froissées et pâles, pointaient tout juste des bourgeons. Tout à coup, à un coin de rue, Omar se trouva nez à nez avec celui que précisément il ne voulait pas rencontrer en ce moment. Hamdouche venait au-devant de lui, tête baissée. Il piétinait la poussière de la chaussée avec ennui et dégoût. Reconnaissant Omar, il s'arrêta net, pencha la tête de côté, fit une moue du coin de la bouche et le considéra, l'œil droit à demi fermé. « Où vas-tu comme ça ?»« Je ne sais pas. Et toi ?»« J'irai peut-être rejoindre Ukasha al-Mtabra, mais... » »« Il n'y a pas de mais. Je vais avec toi. J'ai quelque chose à lui dire à Ukasha. » Omar ne ressentait pas d'hostilité pour Hamdouche. Il n'était fâché que par ses caprices violents. Ce diable roux qui enrageait et insultait tout un chacun. On eût dit que son âme fléchissait sous un poids invisible. L'enfant acquiesça et marcha sans desserrer les dents. Hamdouche adopta la même attitude, calqua son pas sur celui de Omar. Chemin faisant, il choisit exprès des tas de détritus ou des flaques d'eau croupies pour marcher dedans. Il importuna par des propos équivoques les femmes qui passaient à ses côtés. Parvenu devant la rôtisserie, Omar leva les yeux sur lui. Hamdouche poussa d'un geste impatient la porte verte à petits carreaux de la gargote et franchit le seuil. Dès le premier pas, il se cogna au patron qui traversait nonchalamment la salle sombre et maugréa. Il lui glissa néanmoins une pièce dans la main et ordonna avec nervosité « Fais-nous du thé et envoie chercher des beignets. » Entré derrière lui, Omar aperçut Ukasha dans un coin, l'épaule au mur, assis à l'extrémité d'un des bancs. Il n'y avait personne d'autre dans la rôtisserie. Un verre de thé à moitié vide et un paquet de bastos bleus étaient posés devant lui. « Prête-moi ta plume. »
نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب ندل أعادينا. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب ندل أعادينا. وأن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك يا، من أجلك يا وطني. أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا. نسهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا. فجرنا الثورة من أزل، سجل يا ظهر معالينا. والنصر الأكبر كان لنا تاجا من صنع أيادينا. من أجلك يا، من أجلك يا وطني. جيش التحرير وجبهته كان ضوئين بتاجينا. قال في البدء كرامتنا، والشعب يسود هنا فينا. خيرات الشعب نقسمها فينا بالعدل موازينا. والدعم المطلق نبذله للشعب الرافض تدليلا. من أجلك يا، من أجلك يا وطني. يا سائل عرب ملتنا، دين الإسلام يؤاخينا. هامات المجد مرابعنا، والله الحافظ يحمينا. يا سائل عرب ملتنا، دين الإسلام يؤاخينا. هامات المجد مرابعنا، والله الحافظ يحمينا. من أجلك يا، من أجلك يا وطني. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب ندل أعادينا. من أجلك عشنا يا وطني، نفدي بالروح أراضينا. قد كنا أمس عمالقة في الحرب ندل أعادينا. وأن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا. من أجلك يا، من أجلك يا وطني. Il tira une longue bouffée de sa cigarette en les voyant arriver. Renversant la tête légèrement en arrière, il rejeta ensuite un double jet de fumée par les narines. De la main qui pinçait la cigarette, il leur adressa un geste d'amitié à peine perceptible. Hamdouche se débarrassa tout de suite de sa veste et la jeta sur un banc. N'attendant pas que Okasha l'invitât à s'asseoir, il s'attabla, leva le bras, assena des coups de poing sur sa poitrine. « Tu vois, Okasha, je suis venu, c'est moi en personne. Je suis un misérable, je le sais bien, une ordure qu'on foule aux pieds, voilà ce que je suis. Qu'est-ce que je fous en ce monde? Où vais-je?
J'ai le cœur pourri. Il pâlit encore davantage. Omar serrait les mâchoires. Hamdouche poussa des plaintes étouffées et se tut. Le visage de Ukasha demeura indéchiffrable. Les coudes sur la table, celui-ci appuyait le menton sur ses mains de géant. Il regardait le rouquin dans les yeux, et ses lèvres s'entr'ouvraient sur des dents brillantes dans un vague sourire. « Qu'as-tu » s'enquit Hamdouche d'une voix altérée. « Il faut que tu aies fait quelque chose de vilain pour être fâché comme tu l'es. » Le rouquin ne dit rien. « Hamdouche !» Celui-ci sursauta et prit une mine traquée. « Tu as bon cœur, sache-le, » murmura Ukasha. « Bon cœur » se récria Hamdouche d'un air égaré. Se levant comme un insensé, il se mit à clamer à tue-tête. « Ô créature du Tout-Puissant, mon cœur est ouvert à tout ce qui est noble et grand. » Et après qu'il eut lancé ces mots, il renifla à plusieurs reprises. Là-dessus, il chuchota avec volubilité d'une voix sèche. « Mais attends, frère, attends de savoir ce que j'ai fait. » Omar fixait les yeux sur lui, attentif à sa mimique désordonnée. Le rouquin poursuivit. « Ce matin, de bonne heure, j'ai été trouver Mahib Ouanan pour lui réclamer des sous. Ce cochon était avec son compère, l'inspecteur Nefnef. Sitôt qu'il me voit, Nefnef lève l'index à la hauteur de son nez, écarquille les yeux et daigne ouvrir la bouche. Vous êtes tous, là-bas, des ivrognes, des voleurs, et le diable sait quoi encore. Le mieux, ce serait de jeter votre troupeau galeux en prison. Mon ami, et il me montre Mahib Ouanan du pouce, mon ami que voilà vous supporte, il a bien du mérite. Toi en plus, tu es une brute. » M'ayant fait ce compliment, il m'attrape par le revers de la veste et secoue que je te secoue. Puis il plisse le front. Alors je sens que ça va mal tourner. « Dis-moi, il y a avec vous un vaurien qui s'appelle Ukasha, Ukasha ben Marah, hein? C'est bien ça ?» Il réfléchit encore et tout d'un coup il me reluque entre quatre yeux. « Que raconte-t-il? Parle. Nous autres, nous ne pourrons jamais rien obtenir, et notre misérable condition restera la même sans un chambardement qui mettra tout cul par-dessus tête. Il faut que ça change. » Voilà ce qu'il dit. « Comment ?» Il me fusille du regard. « Que ça change? Comment? » « Ah, j'en sais rien, il ne l'a pas dit. » Fermant les yeux, Ukasha ne faisait pas un mouvement. Sa cigarette ne brasillait plus, collée à ses lèvres. Immobile, il la suça cependant, produisant un léger sifflement. Omar tressaillit. Puis Ukasha rejeta la fumée et son grand visage barbu disparut derrière ce nuage. « Prête-moi ta plume. » بكيتني بدمع سالات من العين سالات حرقت الخدين بكيتني بدمع سالات من العين سالات حرقت الخدين بدلتي اللباس ودخلتي فاصل جديد نسيتي حبيبك تبعتي هوا الربيع
بدلتي اللباس ودخلتي فصل جديد، نسيتي حبيبك تبعتي هوا الربيع. غير ما تبكيش، غير ما تبكيش، غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش. لا لا ما تبكيش، لا لا ما تبكيش، لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش. كل شي ما صار نسيتي 10 سنين، فيني أنا في نهار ريحة الياسمين. كل شي ما صار نسيتي 10 سنين، فيني أنا في نهار ريحة الياسمين. بالماء البارد طفيتي لي ناري، رضيتي هرمات ذاك القلب اليتيم. بالماء البارد طفيتي لي ناري، رضيتي هرمات ذاك القلب اليتيم. غير ما تبكيش، غير ما تبكيش، غير ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش. لا لا ما تبكيش، لا لا ما تبكيش، لا لا ما تبكيش يا قلبي اللي راح ما يوليش. كان جا القلب برية فيه يكتبوا يدي عذاب الليل ما دار فيا وانتي ما دارية بيا. فراقك زادك يا عليكي يا نسف رماد اللي بيا، جمارك باقيين في عينيا. نشوف فيك صبحة وعشية، صبحة وعشية، صبحة وعشية، صبحة وعشية. Hamdouche examinait avidement Okasha qui se taisait. Alors, avec rage, il frappa la table de son poing serré à se faire mal. Tout sauta, verre et cigarette. Omar l'observait avec stupéfaction. Soudain, il lui vint une irrésistible envie de rire, de le battre aussi, de lui crier « Assez !» Et en même temps, il avait peur d'ouvrir la bouche. Il jeta un regard sur le gargotier qui somnolait sur une chaise, la tête inclinée sur une épaule, derrière son comptoir, et tout lui parut encore plus absurde. Néanmoins, Hamdouche continua d'une voix enrouée, blanche. Nefnef s'est informé encore. « Et les autres ?» ?»« Les autres ?» Hamdouche lorgna furtivement autour de lui et parla plus bas. « Les autres, rien que je lui fais. » Et l'ancien forçat, il y a là un ancien forçat, si je ne me trompe. Lui aussi. Lui aussi quoi? Il fait marcher sa langue. C'est tout? Oui, c'est tout. Il pointe le doigt vers moi et me l'enfonce dans la poitrine. Gare à toi, rouquin. Et j'ai baissé la tête. Tout en prononçant ces derniers mots, il s'était arc-bouté des deux mains la table poisseuse et soulevée à demi. Il se pencha en avant comme s'il prenait son élan pour bondir,
Alors, d'une voix haletante, il souffla dans le visage de Urqasha. « Tu as compris. Maintenant !» Un éclair brilla dans les yeux de Urqasha, puis s'éteignit aussi vite qu'il s'était allumé. Secouant la tête, l'air obstiné, les sourcils froncés. « Ça n'a pas beaucoup d'importance, » dit-il. Mu par un ressort, Hamdouche sauta sur ses pieds et voulut protester. Mais avant qu'il pût articuler un mot, Urqasha posa les 2 mains sur la table à son tour et affirma d'un ton assuré. « Tu as bon cœur, Hamdouche. Tu te ronges les sangs. »« Pourquoi me dis-tu ça? Pourquoi ?» Le rouquin secoua la tête de désespoir. Omar crut qu'il allait éclater en sanglots. « Pour que tu le saches, » répondit Urqasha lentement. Hamdouche fut soudain apaisé. Il prononça tout bas, pensivement. « Et si j'allais suivre ailleurs mon destin? Je devrais m'en aller. Ô ma mauvaise étoile !» Son regard voilé par une espèce de fumée rousse se mouilla. Il semblait avoir oublié la présence de Urqasha et de Omar et parlait pour lui-même. Mais bientôt, il se réveilla. Il gémit alors. « Non, c'est impossible. Prête-moi ta plume. » L'arrivée d'un homme en bleu de Chine et savate, tenant à la main un chapelet de beignets noué par une palme, tira le patron de sa torpeur. Celui-ci se leva, empoigna une théière qui infusait et se dirigea vers le nouveau venu. Il lui prit des mains les beignets qu'il enfila au bout de l'index. Pendant que l'intrus repartait sans un mot, le gargotier alla déposer sur la table, devant les 3 amis, théière et beignets. « Quelle âme !» s'écria Hamdouche. D'enthousiasme, il souleva la théière, fit couler un jet impétueux dans le verre de Omar, puis de Urqasha. Après quoi, il remplit le sien. Sans perdre une seconde, il avala d'une seule bouchée un beignet tout chaud sur lequel il jeta le verre de thé brûlant qui s'était servi. « Frère, je suis content !» grogna-t-il, la bouche gonflée, et il cligna de l'œil. De fait, il jubilait. « Ah, que je suis content! Je ne sais pas ce que je ressens là-dedans. » Il se frappa la poitrine à la place du cœur de son poing fermé, puis s'essuya les lèvres et reprit d'un ton plus calme. « Tâchez de me comprendre. » Urqasha approuva de la tête. Il mangeait lui aussi un beignet. « Ah, tu vois !» hurla Hamdouche triomphalement. « C'est donc vrai ce que je dis. Si vous saviez, il y a de tout en moi. » Et je ne sais pas où mettre le pied. Résultat, bon à rien. J'ai beau me démener dans tous les sens, rien de rien. Ni morale, ni incitation au bien, rien n'y fait. Je suis capable de tout. Je suis prêt à vendre le monde pour un oignon, comme on dit, et même ma religion. Quelle misère! Je suis semblable à une girouette. Je tourne et me retourne dans toutes les directions. Hamdouche parlait sans forfanterie. Omar ne savait que penser, tout cela l'ébranlait. Il était soucieux et irrésolu. Les paupières mi-closes, Urqasha aspirait longuement sa cigarette. Il mettait du temps à rejeter la fumée, qui se déroulait en volutes interminables.
On était enveloppé par ce brouillard âcre. Par instants, un tremblement passager faisait battre ses paupières. Son front se barrait de plis durs. Il se redressa d'une manière abrupte et interrompit rudement le rouquin. « Assez parlé de ces choses, tout ça tu l'as déjà rabâché. » Hamdouche remonta les épaules vers ses oreilles comme s'il avait reçu un baquet d'eau froide sur la tête. « Nous marchons pieds nus, gronda encore Urracha, l'air mécontent. Nous haillons cache à peine nos misères, et dans notre ventre comme dans notre tête, il n'y a que des miettes et de la crasse. » Se grattant la nuque, Hamdouche le considéra curieusement. Il bougonna. Je ne dirai pas le contraire. Il tendit la main vers le paquet de bastos, et bien qu'il n'eût pas l'habitude de fumer, en retira une cigarette, l'alluma au minuscule mégot de Urracha, que Urracha serrait entre le pouce et l'index. Il tira une bouffée, et vomit aussitôt toute la fumée, avala immédiatement après une autre bouffée. Il dit alors, d'un air intéressé, admiratif, « C'est fou ce que tu peux fumer. »« Je fume tant qu'il y a à fumer, » répondit Urracha. « Lorsqu'il n'y en a plus, je m'arrête. » Cette réponse provoqua un formidable éclat de rire chez le rouquin qui trépigna, agita la tête, se courba en deux. « Voilà ce qui s'appelle parler !» Et brusquement, ils ne trouvèrent plus rien à se dire. Hamdouche s'énervait sur son banc, visiblement tracassé par une pensée. Parfois, il approchait sa tête, dévisageait Urracha sous le nez, concentrait sur lui toute son attention, puis détournait les yeux. Il faisait presque nuit dans la gargote où les objets commençaient à s'estomper. « Je dois aller là-bas, » dit Hamdouche en se levant d'un bond. Omar comprit. Là-bas, c'était chez Zaza, où le rouquin avait son cœur. « Il faut que je veille sur elle, » expliqua-t-il, sans que personne ne lui eût rien demandé. « Elle ne possède que moi au monde. Pour moi, elle sera toujours l'unique, la première. » Là-dessus, il s'échappa de la rôtisserie. Omar resta seul avec Urracha. « Prête-moi ta plume. » Ils sortirent eux aussi peu après de l'Amtebra. Ils se promenaient sans but à travers la ville, silencieux, humant les dernières traces du jour qui tombait quand Urracha dit « Omar, et si c'est de notre faute que nos frères sont malheureux ?» Il rit de ce rire doux, un peu contrit qui lui était habituel, mais qui lui ressemblait si peu. « Sans doute, n'est-ce pas de notre faute si les gens vivent mal? Pourtant, j'ai toujours l'impression que nous y sommes pour quelque chose. On ne m'enlèvera pas ça de la tête. » Il se tut encore et fit plusieurs pas avant d'ajouter. « Si nous n'entreprenons rien pour montrer aux autres comment il faut s'y prendre pour mieux vivre, nous sommes un peu fautifs, je crois. » Il avait dit ces mots avec une intonation presque humble. « C'est à toi que je parle, petit père. » Omar sourit à son tour. Il faisait nuit déjà.
Une brume noire et douce flottait à travers l'air, s'interposant entre les maisons, les passants, les choses qui semblaient s'éloigner à mesure qu'on avançait à leur rencontre. Aukasha se tournait vers Omar et souriait également. C'est comme si ce pays n'avait rien à attendre de ces hommes. Le tisserand fouilla dans une de ses poches, puis dans une autre, et à la fin, avec une amertume qui contredisait le ton gai de ses paroles, il demanda « Tu n'as pas une cigarette à me passer, quelque chose à fumer, n'importe quoi, même si c'est du poison ?» Omar s'essayait à fumer depuis quelque temps, mais en cachette. Il n'achetait que 2 ou 3 cigarettes à la fois au petit revendeur. Il lui en restait une, qu'il extirpa délicatement de la pochette de sa veste. Aukasha la lui prit des mains, fit craquer une allumette et se mit à fumer. La nuit brouilla son visage. « Comment ce pays n'a-t-il pas grand-chose à attendre de ces hommes ?» s'exclama Omar. Aukasha fit un geste en l'air. C'est comme s'il n'avait pas grand-chose à en attendre. Et ce fut un homme infiniment bon et fraternel qui poursuivit. Quelque chose d'important. Tu dois avoir des raisons pour croire ça. Tu dois avoir des raisons pour parler. Le tisserand l'interrompit. Des raisons? Tu crois que ça existe encore? Et pourquoi ça n'existerait plus? Répliqua Omar. Les yeux de Aukasha brillèrent dans l'obscurité, et de sa figure noire la voix jaillit un peu rauque, un peu railleuse. J'ai parcouru le pays, j'ai causé avec beaucoup de gens. Alors, à quoi pense-t-il? C'est ce que je leur ai demandé. Que faites-vous? À quoi passez-vous votre temps? Et tout ce qu'ils m'ont accordé ne peut même pas s'appeler une explication ou un début d'explication. Au bout d'un moment, il reprit. C'est aujourd'hui qu'il faudrait retourner sur les routes et chercher à savoir ce qu'ils pensent. Il faisait danser devant ses yeux le point rouge de sa cigarette. Ça fait plaisir de fumer une vraie cigarette, soupira-t-il encore. Tu l'aspires et une sacrée paix descend en toi. Tu peux la brandir et c'est aussi une arme, un feu qui traverse l'espace. Ah, si tout le monde avait une vraie arme. Pourquoi? Demanda Omar, la gorge un peu contractée. Une arme. Oh, répondit le tisserand, ça fait toujours plaisir d'avoir une vraie arme. Il tira furieusement sur sa cigarette, s'arrêta et expliqua à mi-voix. Parfois, il me semble qu'il suffirait que tout le monde ait une arme. À présent, il marchait sans piper mot dans l'obscurité. La ville se détendait, se préparant au grand repos de la nuit. Des pas, partout des pas, partout ce bruit répété, repris d'une rue à l'autre, dans la sereine tiédeur de l'air. La rue qu'il suivait s'ouvrit devant un café qui, éclairé par un flot de lumière, paraissait de loin plein de soleil. « Bonsoir, frère, » dit Aukasha. « Bonsoir. »« Prête-moi ta plume. »
Les mains enfoncées dans ses poches, Omar grelottait dans l'aube revêche. Le vent soulevait sous ses pas une poussière grise, entraînait de vieux lambeaux de journaux souillés, des brindilles de bois, des feuilles. Arrivé en vue de l'atelier, Omar fut intrigué. Mahib Ouanen, le ventre proéminent, était en faction devant la porte. Le garçon ne put réprimer un mouvement de contrariété et il le maudit. Il allait devoir passer sous le nez du patron. Comment l'éviter? Mahib Ouanen avait l'air de l'attendre, indifférent aux rafales glacées qui frappaient sa djellaba en poil de chameau. Lorsque Omar arriva devant lui, il entendit son souffle qui avait peine à sortir de sa poitrine. Le patron respirait lourdement. D'une voix mal huilée, il bougonna. « Te voilà! C'est maintenant que tu arrives. Il faut pas s'en faire. » Il racla sa gorge encrassée. Son haleine puait l'eau-de-vie. « Et encore, s'il n'y avait pas de travail. Passe !» Son regard vacillant s'accrochait à Omar. « Tu serais content, toi, qu'il n'y ait pas de travail. » Et il proféra entre ses dents. « Flemmard !» Il n'esquissait pas un mouvement pour se défendre contre le vent. Au milieu de son front s'étalait la marque d'un coup que le froid noircissait. « Avoue-le, tu serais content, pas vrai ?» Il tapota alors complaisamment son bedon qui se mit à tressauter sur la djellaba, le regard posé sur Omar. « Je suis un plus grand coquin que toi. Prends garde. » La voix de Mahib Ouanen se haussait, sifflait. L'enfant recevait sur la figure son haleine qui empestait. Les rafales fondaient sur l'homme, sans résultat. Leur froide morsure le laissait impassible. Il continua à secouer indécemment sa grosse panse des deux mains. Le garçon se sentait de moins en moins tranquille. Il avait honte devant cet homme soûl. Il rentra le cou dans les épaules. « Patron, je vais travailler. » Il s'apprêtait déjà à s'enfoncer dans la bouche sombre du sous-sol. « Halte !» s'entend-il crier tout à coup. « Voilà que tu te presses à présent. Non, mon bey, reviens. Tu vas discuter avec moi. Ne sommes-nous pas de bons amis, de grands amis ?» Omar revint sur ses pas et Mahib Ouanen fit une grimace. De la cave montaient les voix irascibles des tisserands. Au-dessus de tous les autres planait celle querelleuse, passionnée, exigeante de Hamdouche. « Tu vas prendre froid, patron !» dit Omar. À 7 secondes, Mahib Ouanen oscilla et manqua de s'affaler par terre. Mais rattrapant son équilibre, il se campa fièrement devant l'enfant et dégagea son cou avec effort. Il soupira. « C'est tout ce que tu trouves à me dire. »« Ben, voyons, si tu prends froid, tu seras malade. »« Qu'est-ce que tu me chantes là ? Je te dis que... » Le patron allongea une grosse lippe, laissa sa tête dodelinée sur sa poitrine. « Pourquoi me dis-tu ça ?» Dessous ses sourcils, il regarda Omar avec une attention exagérée d'homme ivre. « À moi, qui suis ton patron ?» L'enfant eut peur. « Hein ? Quoi ? Moi qui suis ton patron, pourquoi ? Tu as pitié de moi ? Mais qui me dit que tu n'as pas une arrière-pensée ? Tu me souhaites peut-être la mort, hein ? Il hochait la tête.
Mettons que tu aies pitié, misère. Avoir pitié d'un homme comme moi. » Il lâcha un gros juron, puis il regarda autour de lui d'un air rembruni. Plusieurs secondes s'écoulèrent pendant lesquelles Omar se demanda ce qui allait se passer. « Qu'y a-t-il de commun entre nous pour que tu me plaignes, hein ?» grogna soudain Mahibouanen. Sa main agrippa le gamin à la gorge. « Va-t'en ! Sache que sur cette terre, il n'y a que des canailles. C'est pas un avorton de ton espèce qui me soutiendra le contraire. Hein, tu as pitié, toi? Tu n'es qu'une canaille. » Il répéta dans un beuglement. « Une canaille !» Il se mit à bruiner, le vent s'était fait plus faible. Il ululait en sourdine. Mahibouanen ne bougeait pas plus que s'il eût été de pierre. Une lueur verte s'était allumée dans ses yeux graisseux. Il eut soudain haut le corps. « Va! Qu'est-ce que tu fais ici ?» Omar se jeta dans l'entrée obscure, descendit sans distinguer la douzaine de marches qui conduisaient à la cave. Il alla en trébuchant à son dévidoir. Le patron avait disparu. Il n'était venu de si bon matin poussé par une impulsion d'ivrogne qu'en sortant d'une nuit de bamboche. Prête-moi ta plume. La nuit dernière, il y a eu saulerie générale. La nuit d'avant aussi. Ça s'est terminé par des coups. Ça a continué cette nuit. 3 nuits. Sacré bonhomme. Il n'était pas encore entièrement dessoulé tout à l'heure. Mustapha considéra les tisserands un à un, ouvrit la bouche, bâilla, puis il soupira en vieux. Quel homme, hein, que notre patron. Oui, dit Choul. Trouvez-en un qui lui ressemble dans toute la ville. N'a-t-il pas raison? Son argent lui appartient, il en fait ce qu'il veut. Il ne le laisse pas aigrir dans un coffre-fort. Il était vêtu d'un simple gilet enfilé par-dessus la chemise. Son pantalon flottait sans ceinture. Cette idée d'argent gaspillé à faire la noce l'excitait. Sitôt gagné, sitôt dépensé. Pfff, ça lui coule entre les doigts. Un vrai paillard. Même si nous travaillons jour et nuit pour lui procurer plus de galettes qu'aucun de nous n'en a vu dans toute son existence, il saurait la faire fondre. Ça, c'est un homme. Il sait dépenser pour le péché, mais après, gare à nous, le releva vertement Routelami. Il nous fait espérer la paye d'une semaine à l'autre, et c'est seulement les jours de fête qui nous verse un acompte. Mais il ordonne qu'on lui tisse 40 hembel par jour, ce qui fait 320 livres métriques de laine à travailler. Il vous fait baver, vous, les honnêtes gens, les pieux, hein? Essayez de faire comme lui. Quand il est là, pourquoi ne trouvez-vous rien à lui dire? Et il lança à son contradicteur des regards où luisait une flamme furieuse. Il sait s'amuser. Et vous? Qui dira pourquoi vous vivez? Routelami ne répondit ni par oui ni par non. Ses sourcils se rejoignirent à la racine du nez, y imprimant un double pli. Il se pencha sur son métier et porta toute son attention au fil de trame qu'il glissait dans la navette. Un sourire de triomphe méchant se peignit sur le visage élimé de Choul. « On dirait que tu es fier, » dit Urracha. « On dirait que tu es fier comme s'il s'agissait de toi. » « Comment? Il n'y a pas de quoi l'être? Moi, j'affirme qu'il y a parfaitement de quoi. » C'était un type sans le sou, pas? Un tâcheron comme toi et moi, quelqu'un qui ne valait pas un crachat.
Qu'est-il devenu? De grands négociants de la ville sont ses amis, des notables français le respectent, un inspecteur de police est son copain. Essaye de jouer au malin avec lui, il te fera coffrer en moins de 2. Et il ne sait ni lire, ni écrire, un type comme toi et moi. Choul s'échauffait. Il criait de plus en plus fort. Il a volé, il a peut-être tué. Il arrive souvent qu'on dise par jalousie « Un tel a tué, volé, empoisonné, il a simplement réussi. » On n'aime pas que nous ayons de la chance, nous. Nos frères de misère eux-mêmes ne supportent pas de voir un des leurs sortir de sa débine. Il cessa brusquement de parler, jeta des coups d'œil rancuniers qui tombèrent sur les jeunes dévideurs, et il explosa rageusement. « Vous devriez avoir fini depuis 1 heure, maudite engeance !»« De l'argent à esclave, ça se dépense comme ça se gagne, » dit Urqasha. Osman l'Ahmar s'esclaffa. Puis, dans le silence général, il proclama « La mort! Ah, la mort! Tout lui est promis !» Le cœur de Omar se contracta. « Il ne me reste dans la vie, » entonna une voix accablée, presque féminine, dans le fond de la cave, et elle poursuivit « À connaître nul bonheur. » Les ouvriers s'adonnaient à la besogne avec une ardeur mécanique. Ma vie est passée en pure perte. Oh, laissez-moi mourir. Mon Dieu, soupira un tisserand. Prête-moi ta plume. Oiseau têtu, oiseau perdu, de l'aube au soir reviendras-tu, 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 rêver de haute mer, d'embrun et d'île verte. Il flotte sur les quais une haleine d'abîme. L'air sent la violette entre de lourds poisons. Les odeurs de goudron, de varech, de poissons. Le printemps envahit les chantiers maritimes. Ce jour de pluie oblique à doucement penser. Les gréements noirs et gris qui festonnent le port. Au dos et ciel unis par un subtil accord, inscrivent dans l'espace une sourde pensée. En cale sèche en voie, des épaves ouvertes, on est le lame vie peut-être, oiseau têtu, oiseau têtu, oiseau perdu, de l'aube au soir reviendras-tu, 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 rêver de haute mer, d'embrun et d'île verte. Je
rôde aussi le cœur vide comme aux abois. Un navire qui parle au loin sous la brume. Je tourne dans la ville où les usines fument. Je cherche obstinément à me rappeler quoi. Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani. Prête-moi ta plume.